Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de RCF Sarthe pour ce nouveau numéro de votre magazine Faites une pause. Au sommaire, aujourd'hui nous prendrons la direction du parc zoologique de Pécheret où la responsable Laura da Silva nous parlera de la gestion des cerfs en pleine période du brame. Nous parlerons de somatothérapie avec Emmanuel Ledu et son invité Karine Valienne. Enfin, nous irons en Vallée du Loir où l'Office de tourisme nous présente les activités à faire sur le territoire pendant les vacances de la Toussaint qui démarrent. Voilà pour le programme de cette semaine. On part tout de suite à Pécheret. Bonjour Laura da Silva. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui sur le parc zoologique de Pécheret pour votre nouvelle chronique. Alors on a déjà parlé du cerf et du brame du cerf sur les ondes de RCF Sarthe, mais là c'est l'occasion de le vivre vraiment au cœur de votre parc zoologique puisque ça y est, la saison du brame a commencé. Oui, tout à fait, ça y est, ça fait quelques jours que nos cerfs sont rentrés dans le brame, donc on le voit surtout au niveau des comportements, c'est très différent, ils sont particulièrement agressifs, donc nous il faut qu'on emploie d'autres stratégies pour les nourrir. Et on voit vraiment qu'on a un mâle qui est à part avec les femelles et puis les autres sont isolés et n'ont pas intérêt de s'approcher. Alors avant de réévoquer tout ça, la gestion de ces groupes, un peu les comportements de ces animaux, vous avez différentes espèces de cerfs ici. Déjà, est-ce qu'on peut les citer ? Tout à fait. Alors là, on a le plus grand groupe et la plus grande plaine, c'est les cerfs élaphes. On héberge aussi deux autres espèces de cerfs qui sont les cerfs sika. Et donc on a les cerfs sika du Japon et du Vietnam qui, elle, est une espèce éteinte dans la nature. Donc il faut savoir que c'est une espèce sur laquelle il y a un grand enjeu de conservation. C'est une espèce qui est soumise à ce qu'on appelle un EEP, donc c'est un programme européen d'élevage. Et on a intégré le programme justement il y a quelques jours. On a reçu la bonne nouvelle qu'on avait été accepté puisque c'est soumis à des conditions d'acceptation sur l'hébergement, le bien-être de l'espèce, tout ça. Et nous, en fait, on va partir sur un système d'hébergement de mâles, uniquement un groupe de mâles. Et en fait, on va être la réserve génétique de tous les parcs européens qui auront besoin de se reproduire. Donc, on va héberger les mâles durant une période. Et une fois que le coordinateur de l'espèce va nous dire ok, tel mâle il faut qu'il parte voir telle femelle dans tel parc pour se reproduire, nous en fait on fait qu'envoyer, on reçoit un autre mâle en échange, donc on va vraiment être cette réserve génétique qui est hyper importante pour maintenir la reproduction au sein de l'Europe. Donc ce programme, ça va forcément un peu changer vos habitudes vis-à-vis de la gestion de cette espèce proprement dit. Oui, tout à fait. Là, en fait, on avait un couple qui faisait de la reproduction, mais nos individus n'étaient pas considérés à l'échelle européenne, ce qui était justement dommage. Alors que là, du coup, on va héberger que des mâles, donc on n'aura plus de reproduction à Pécheret, mais les mâles auront une vraie valeur pour le programme européen. On va avoir aussi, comme je disais, vu que ça va reposer un peu sur nos épaules, le fait qu'on puisse conserver génétiquement des mâles qui vont être intéressants, on va avoir quand même cette pression de se dire qu'il faut que nos individus évoluent dans les meilleures conditions possibles à Pécheret pour qu'ils puissent être en bonne santé et après aller pouvoir se reproduire. Et donc là, on est devant la zone des cerfs élaphes. Est-ce qu'on peut peut-être déjà présenter les spécificités de cette espèce de cerf ? Alors le cerf élaphe, c'est vraiment un très grand cerf. C'est un des plus grands cerfs qui puisse exister. C'est un cerf qu'on retrouve en Europe, qui est assez discret, qu'on a du mal à voir dans nos forêts, mais qui est bien présent. Et voilà, c'est vraiment sa grande taille qui généralement fait sa particularité. Il a une prestance, on va dire, un peu plus imposante que les autres espèces de cerfs qui vont être beaucoup plus petites que celle-là. Et puis après, ça reste un cervidé classique où, comme on disait, il y a le brame exactement comme pour les autres espèces et il y a vraiment cette configuration de harem où un mâle va pouvoir posséder plusieurs femelles. On a la chance de constater ce que vous disiez tout à l'heure. Là, sur notre droite, un groupe avec un mâle et toutes les femelles autour. Et sur notre gauche, les autres mâles qui sont isolés, qui attendent leur heure, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Alors, c'est des dominés, donc ils iront pas tout de suite sur les femelles. La seule configuration qui ferait que la dominance peut s'inverser, c'est soit parce que le mâle va devenir trop vieux et va plus être en capacité de se défendre physiquement, ou soit justement le fait qu'il soit tellement vieux et que ça aboutisse à la mort par vieillesse. Il y aura forcément un nouveau mâle qui va se présenter comme le successeur, mais avant ça, il y aura forcément des combats entre les différents potentiels candidats. Mais en effet, il y a toujours un mâle dominant au sein du groupe. On a la chance, on peut les entendre en plus derrière nous pendant que l'on discute ensemble. Comment se fait le choix du mâle dominant ? Il y a évidemment une petite bagarre entre mâles pour déterminer qui est le plus fort en fait ? Oui, tout à fait, c'est ça. Ça va être alors forcément que l'âge va énormément jouer parce que plus les individus sont vieux, plus l'expérience et plus la force musculaire est développée. Et puis après, en effet, ça va être lors de la joute. Si là on a un mâle dominant qui se retrouve face à un autre mâle à peu près du même gabarit, du même âge, et ça va être la joute entre eux qui va déterminer quel mâle pourra accéder aux femelles. Vous, en tant que salarié du parc et même que responsable du parc, pendant cette période, il y a une gestion de ces lieux-là qui abritent les cerfs
dire, qui est différente du reste de l'année. Oui, tout à fait. Alors, en période de brame, par exemple, nous, ça nous change notre façon de travailler avec les cerfs. Il faut savoir que pour les nourrir, on rentre dans l'enclos avec un tracteur et on distribue de la nourriture un peu partout. Là, en cette période, c'est impossible de rentrer parce qu'ils sont déjà en train de tous attendre au grillage et en fait, c'est pas vraiment qu'ils sont sur nous à cause de la nourriture, mais c'est vraiment parce que les mâles sont en recherche de jouter et de vraiment se confronter. Donc nous, pour notre sécurité, bien évidemment, on ne rentre plus dans l'enclos, on les nourrit autrement. Donc s'il y a des soins ou quoi que ce soit à faire, ça va compliquer la tâche. Par exemple, on peut avoir des fois des animaux qui boitent. C'est pareil, généralement, on rentre avec le Gator, donc c'est notre petit véhicule qui est complètement ouvert et on va flécher avec le Gator. Là, si par exemple on avait une boiterie, ça serait différent parce qu'on ne pourrait pas rentrer dans l'enclos comme ça, on se serait directement agressé. Par contre, on peut employer des stratégies différentes. Au fond de l'enclos, on a un piège et donc si jamais on a vraiment un animal qu'on a besoin d'isoler, qui est vraiment pas bien, etc. et tout, on peut spécifiquement trier et amener cet animal vers le piège, l'isoler dans le piège et puis après faire les soins, le traitement. Et donc nous, on est protégés parce que le piège est vraiment bien sécurisé. Il y a toute une clôture qui fait que les autres animaux peuvent pas venir nous chercher à ce niveau-là. C'est une période qui dure environ un mois, un bon mois même. Oui, c'est ça, ouais, c'est un bon mois. Et puis du coup après on pourra retrouver, on va dire, la gestion normale, mais à savoir aussi que en termes de gestion, par exemple de manière annuelle par rapport aux autres espèces, c'est aussi une gestion différente parce que là, comme vous le voyez, on a un groupe de cerfs qui est assez conséquent. On peut pas se permettre d'avoir trop de reproduction, donc c'est aussi des stratégies pour faire en sorte que notre groupe il soit pas en surpopulation et qu'on a un problème dans l'enclos. Donc là, par exemple, ce qu'on fait pour notre groupe de cerfs élafs, c'est que tous nos mâles sont vasectomisés et ça c'est important pour qu'ils puissent garder leur caractère de mâle, pour que les bois continuent de pousser, etc. Mais en même temps la vasectomie empêche qu'il y ait de la reproduction et ça empêche qu'il y ait des bébés et qu'on ait trop de petits et ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais pour les cercicas du Vietnam qui sont éteints. Il y a de la reproduction qui est largement suffisamment menée à l'échelle européenne. Nous, on va garder plutôt des mâles parce que les mâles, en fait, ils vont pas forcément trouver chacun une femelle. Donc, il faut bien qu'on les mette quelque part. Donc voilà, c'est des stratégies d'hébergement et de gestion des populations qui sont très différentes d'autres mammifères qui sont solitaires ou qui vivent en couple parce que là, c'est beaucoup plus simple de gérer ça. Puisqu'on parle des naissances, est-ce que vous avez un chiffre du nombre de naissances de cette espèce au parc ou pas ? Alors, comme je disais, les cerfs élafs, ça fait un moment qu'on a arrêté la reproduction. Les petits sont systématiquement vasectomisés, mais par exemple, l'année dernière, il y a encore eu des naissances puisque là, on a vasectomisé 2 jeunes qui avaient 2 ans et il y a encore 2 jeunes qui ont à peu près 1 an qui sont encore un peu trop petits pour être vasectomisés, donc on remet ça l'année prochaine. Mais voilà, on avait des naissances jusqu'aux années passées et bien évidemment, si on veut renouveler un peu la population, stratégiquement, ce qu'on fera, c'est que on pourra introduire un nouveau mâle dominant et qui lui prendra justement la dominance et puis là, qui pourra se reproduire avec les femelles. Mais là, on a un équilibre par rapport à la superficie de l'enclos qui fait que pour l'instant, on reste comme ça et on ne fait pas de reproduction sur la plaine. Voilà, au moment où on se parle, ça a l'air assez calme, tout de même dans le parc. Malgré tout, il y a quelques mâles dominés qui s'agitent un petit peu et qui font quelques joutes. Donc même les dominés, en fait, se battent malgré tout, même s'il y a un dominant qui est là et qui contrôle les femelles. Oui, tout à fait. Alors eux, c'est l'expérience justement qu'ils sont en train de prendre. Ça leur permet en fait d'apprendre d'année en année à savoir se confronter à un adversaire pour ensuite, quand ils seront un peu plus grands et un peu plus développés musculairement, de savoir aller défier le mâle dominant. Donc c'est important en effet que même en tant que dominés, ils arrivent à affirmer leur position parce qu'au sein des dominés, il y a forcément aussi une hiérarchie qui s'établit. Eh bien, merci beaucoup, Laura Da Silva, de nous avoir parlé des cerfs dans votre parc zoologique de Pécherets, de cette période du brame qui intéresse forcément beaucoup de monde, notamment en Sarthe. On sait qu'il y a une forte population de cerfs dans les différentes forêts sartoises. Et donc, eh bien, merci de nous avoir présenté ça et comment vous gérez ça aujourd'hui à Pécherets. Puis on se dit à bientôt sur RCF. Merci, au revoir. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes bien à l'écoute de Faites une pause. On retrouve maintenant Emmanuel Ledu et son invité de ce mois-ci pour parler somatothérapie. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Karine Vallienne qui a créé Cocon d'Harmonie, un lieu particulier destiné à la connexion à soi. Cocon d'Harmonie, c'est des massages, des cercles de femmes, des soins rituels, des séjours et particulièrement, et c'est notre sujet, la somatothérapie. Bonjour Karine, bienvenue. Bonjour Emmanuel, merci. Alors, vous êtes installée donc au Mans, 8 rue des Maraîchers et pour découvrir cette thérapie, est-ce qu'on pourrait la définir, la thérapie par le toucher ?
Oui, alors la thérapie par le toucher, ou ce qu'on appelle également la somatothérapie, c'est aider à faire le lien entre le corps et l'esprit. C'est écouter ce que le corps dit. C'est prendre le corps comme point de départ et permettre d'aller plus loin avec nos expériences, nos traumatismes, nos blocages physiques ou psychologiques. Le retour au corps, l'écoute du corps, finalement, cette connexion avec le corps, permet de faire une pause, permet de quitter le quotidien et les préoccupations, et ainsi elle permet de s'alléger. Notre corps, c'est une mémoire émotionnelle. Il est donc une porte d'accès pour comprendre un blocage. Et la somatothérapie, finalement, va réveiller les émotions liées à ce blocage, leur donner de la place, et ainsi leur permettre de s'exprimer et de les transformer. Le constat a été fait qu'il est très difficile d'accepter son corps. Au mieux, on s'en accommode sans l'aimer, au pire, on le maltraite. Et on peut aussi s'apercevoir qu'on le connaît très mal. Souvent, on s'en plaint quand il nous fait mal ou que l'on tombe malade, mais il est rare de prendre le temps pour écouter vraiment ce qu'il a à nous dire. Et pour écouter les messages du corps, le toucher peut nous y aider. En effet, le toucher est un sens primaire, le sens développé à notre naissance, c'est le toucher. Et lors d'une séance de somatothérapie, j'utilise ce qu'on appelle le toucher sécurisant. C'est un toucher bienveillant à l'écoute de ce qui est. Je dirais que globalement, il est salvateur de redonner toute sa valeur au message transmis par le corps. Et comme le disait Carl Jung, écouter le corps, c'est respecter, considérer ce qu'il dit. Cette thérapie, à qui convient-elle ? Elle convient aux personnes qui souhaitent dépasser un blocage, qui veulent libérer leurs émotions. Celles aussi qui sentent qu'elles contiennent et retiennent leurs émotions bloquées en elles. C'est aussi pour les personnes qui veulent se reconnecter à leur corps et l'accepter pleinement. Il est à noter effectivement que les parties du corps les plus inaccessibles sont aussi les plus riches d'informations. Le toucher, c'est un moyen pertinent également d'expression pour les peu bavards, comme pour les trop bavards. Pour les peu bavards, il permet d'exprimer les choses autrement en passant par un autre moyen que la parole. Et pour les trop bavards, la somatothérapie leur permet de ne plus écouter leur blabla mental et d'accéder à d'autres sources d'informations sur eux. Donc là, on vient de parler de la somatothérapie. Et vous, Karine Vallienne, quelle est votre proposition vraiment pour les Manceaux et les Sarthois ? Alors, au niveau de moi, j'ai fait une formation déjà d'1 an en massage, d'accompagnement au bien-être et 3 ans en somatothérapie. Et vraiment, ce qui me guide pendant les séances, c'est mon intuition et l'écoute du corps. Et un autre point important dans l'accompagnement que je peux offrir, c'est la confiance. La confiance est importante dans le processus d'expression et de libération parce que c'est la personne qui vit l'expérience et qui fait le travail. Et moi, je suis là pour accueillir dans la confiance ce qui est. J'écoute, quelle que soit l'expression ou la forme. J'ai la conviction qu'une personne en quête de libération doit choisir une personne plus qu'une méthode pour atteindre son objectif. Elle doit choisir finalement une personne qui est capable de l'écouter, de l'accueillir et avec qui elle est en pleine confiance. Effectivement, moi-même, ça me semble être une priorité. Comment se déroule un rendez-vous, une séance ? Alors je dirais que la séance, ça se déroule toujours dans l'adaptation de la personne. Elle va dépendre de ce avec quoi la personne arrive. L'accompagnement peut être court ou plus long, tout va dépendre finalement des informations à écouter. La première séance est consacrée à faire connaissance et à explorer les premiers touchés. Et les touchés vont être d'abord sécurisants et ça va être pour moi aussi l'occasion d'établir ce lien de confiance nécessaire à l'accompagnement. Et ensuite, il y aura un travail corporel. Ce travail corporel peut se faire par des pratiques de respiration, des massages, du chant, de la méditation, de l'art-thérapie. C'est finalement de l'expression corporelle. Le corps parle, s'exprime, délivre le message dont il est porteur. Et c'est vraiment l'occasion de l'écouter. Et après, il y a un retour à soi, un moment important pour faire le point sur ce qui a émergé pendant la séance. Et en globalité, la séance va durer entre 1h15 et 1h30. Si au démarrage, les séances sont à peu près 2 fois par mois, après, les séances peuvent s'espacer toutes les 3 semaines ou 1 fois par mois. Ce sera en fonction des besoins de chacun et effectivement de chacun. Merci beaucoup, Karine. On retrouve beaucoup d'informations sur votre site internet Cocon d'Harmonie. C'est bien ça. Qui connaît une mise à jour prochaine, je crois. Merci, à bientôt. Merci Emmanuel, à bientôt. Les vacances de la Toussaint démarrent en cette fin de semaine et on vous propose quelques idées de sortie aujourd'hui.
Que faire pendant les vacances en Vallée du Loir? C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite en compagnie de Margot Seillet, chargée de promotion marketing à l'Office de tourisme Vallée du Loir. Bonjour. Bonjour. Alors Margot, la Vallée du Loir regorge d'activités et d'animations pendant ces vacances de la Toussaint. On va essayer d'être le plus exhaustif possible, bien évidemment, et on va commencer par parler des moulins. Et oui, en Vallée du Loir, au bord de ce Loir, cette rivière qui est située 40 km au nord de la Loire, il y avait de nombreux moulins. Et donc aujourd'hui, il y en a encore qui sont en activité, différentes activités. Vous avez le moulin de la Bruère à la Flèche, le moulin Poussé, les moulins de Paillard et également le moulin de Rotrou à Vasse qui vous propose durant ces vacances de nombreuses activités pour venir découvrir en fait cet ancien moulin à farine du XVIe siècle qui est toujours en état de fonctionnement grâce à une association. Et donc, en fait, vous allez pouvoir découvrir comment fonctionnaient les vieux rouages d'un moulin qui avait une roue à hop de 100 mètres avec de nombreux ateliers découvertes, notamment autour de la fabrication de la farine et aussi de la fabrication du pain. Mais aussi, pour les gourmands, vous avez aussi des dégustations de crêpes ou aussi des ateliers de décoration automnale. Donc, sur l'ensemble de ces activités, vous retrouverez tout le calendrier sur le site internet pour avoir, sélectionner ce qui vous semble le plus intéressant pour vous et votre famille. Donc une belle première activité que vous nous présentez là. Il y a aussi différentes sorties en forêt de Bercé. On en parle régulièrement sur RCF Sarthe avec Carnuta et Bercé naturellement. Mais évidemment, on peut en profiter pendant ces vacances. Ah oui, là, au cœur du poumon vert de la Vallée du Loir, Carnuta vous propose une programmation riche et intense, avec toujours la même équipe joyeuse qui vous entourera pour découvrir pêle-mêle un peu des ateliers, une compagnie théâtrale aussi qui va vous présenter une fable poético-humoristique. Vous allez aussi avoir des ateliers autour de la mycologie. Et puis, qui dit Halloween dit aussi un peu visite guidée avec des frissons. Donc là, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur leur site internet pour avoir l'ensemble des informations. Vous parliez d'Halloween, je fais tout de suite le lien avec une soirée justement Halloween dont vous voulez nous parler. Cette fois-ci, samedi 28 octobre à la Flèche, avec l'association Anime en Flèche qui vous propose donc en fait de 14h à 17h30 place Henri IV, un concours de déguisement avec borne photo. Donc voilà l'occasion de partir à la chasse au bonbon en toute gaieté autour de cette belle ville qu'est la Flèche. Et puis Halloween, c'est toujours un instant un petit peu magique où on rencontre un monde qui n'est pas forcément le nôtre et justement il y a une immersion dans l'univers d'Harry Potter à découvrir pendant ces vacances. Oui, voilà, là je vous emmène un peu plus au sud de la Flèche à Baugé en Anjou où vous allez pouvoir découvrir cette pépite qui est l'Hôtel Dieu de Baugé. C'est vraiment une plongée dans l'atmosphère d'Harry Potter, comme vous venez de le dire, dans même la salle du professeur Rogue, si je peux être un peu plus précise, avec en fait une collection de plus de 650 pots de vieux remèdes, des yeux de crevisses, doigts de cloporte, pots de cloporte, vraiment voilà un univers assez dans la thématique Halloween. Et vous avez aussi, durant ces vacances, les mercredis, des ateliers qui sont proposés avec une exploration de l'univers de cet ancien hôpital et de cette mystérieuse apothicarie avec donc découverte d'anciennes pommades, des doigts de momie, voilà plein de petites anecdotes à découvrir autour de cet hôtel-dieu. Et puis pour ceux qui sont vraiment plus amateurs de visites théâtralisées, cette fois-ci les dimanches, je vous propose de découvrir les secrets de ce magnifique lieu avec deux guides atypiques qui vous emmènent à la découverte de la pharmacie de la médecine à travers les siècles. Et puis on termine avec une proposition du chef Michael et de ses fameux désormais cours de cuisine. Voilà, c'est ça, du côté de Pont-de-Bray pour les plus gourmands et les un peu plus grands parce que là, voilà, vous faites pousser les portes d'un atelier d'un chef renommé en Sarthe. Vous allez pouvoir découvrir toute l'année, il propose des ateliers. Et pour cette semaine, ce sera donc un atelier autour du duo de crème brûlée chocolat au piment d'Espelette et agrumes. Donc là, c'est vraiment pour les esprits un peu plus sucrés. Mais n'hésitez pas à aller voir aussi son site internet ou à le contacter directement parce qu'il a toute une programmation au cours de l'année qui est très alléchante avec des ateliers les plus gourmands les uns que les autres. Bon, en tout cas, ça nous donne l'eau à la bouche. Margot, si on veut se renseigner sur tout ça, on peut évidemment se rendre à l'office de tourisme ou bien aller sur le site. Oui, bien évidemment, vous pouvez pousser les portes de nos offices de tourisme de la Flèche et la Chartre-sur-le-Loir. Nous serons ravis de vous aiguiller sur toutes vos idées de sortie durant ces belles vacances. Merci beaucoup Margot et on se dit à bientôt sur RCF. À très vite.
Faites une pause, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCF. À bientôt.